Les lumières fluorescentes au-dessus du lit d'Emma ne cessent de bourdonner. Cela fait 72 heures depuis ce jeudi soir terrifiant où tout a changé. J'avais récupéré Emma chez sa mère, Jessica, pour ma semaine de garde, et elle semblait bien pendant le dîner. Nous avons regardé un film ensemble, et elle s'est couchée vers 20h30. Mais à 2 heures du matin, je me suis réveillé au son de sa respiration difficile. Son inhalateur n'aidait pas. Rien n'aidait. Je n'avais jamais vu ses lèvres prendre cette teinte de bleu auparavant. Le trajet en ambulance jusqu'au centre médical pour enfants a semblé durer une éternité, même si l'ambulancier m'a dit que ça n'avait duré que 12 minutes. Emma a perdu connaissance juste au moment où nous arrivions aux urgences. Le docteur Patricia Williams, la pneumologue pédiatrique, a expliqué l'état d'Emma avec des mots qui résonnent encore dans mon esprit. Spasme bronchique sévère, insuffisance respiratoire, possible lésion pulmonaire à long terme si nous ne maîtrisons pas l'inflammation. Ils ont dû l'intuber immédiatement et la mettre sous respirateur pour donner à ses poumons le temps de guérir. Les prochaines 48 à 72 heures sont critiques, avait dit le docteur Williams. Ses yeux bienveillants montraient à la fois une compétence professionnelle et une véritable inquiétude. Les enfants atteints de la gravité de l'asthme d'Emma peuvent se rétablir complètement, mais cela nécessite une surveillance attentive et un repos absolu pour son système respiratoire. Je n'ai pas quitté cette chambre depuis. Mon superviseur chez Peterson Electric a compris quand j'ai appelé pour un congé d'urgence. Frank est dans le métier depuis 30 ans, et il sait ce que cela signifie quand quelqu'un dit que son enfant est en soins intensifs. Prends tout le temps dont tu as besoin, Monroe, avait-il dit. Les équipes ont tout sous contrôle. Mais ma famille, ils avaient une perspective totalement différente. Le texto de ma mère n'était pas le premier. Elle m'envoyait des messages depuis vendredi au sujet de la fête de révélation du genre de Stéphanie. Ma sœur cadette, l'enfant prodige, qui ne pouvait rien faire de mal, annonçait enfin si elle et son mari Derek attendaient un garçon ou une fille. C'était apparemment l'événement social de la saison dans le monde de ma mère. Tu as promis d'apporter le gâteau au chocolat de la boulangerie Morrison, a-t-elle texté vendredi matin. J'avais fait cette promesse il y a 3 semaines, avant que mon monde ne bascule. Stéphanie l'a spécifiquement demandé parce que tu choisis toujours les bons desserts. J'avais essayé d'expliquer l'urgence d'Emma, mais les réponses de ma mère devenaient de plus en plus irritées. Elle a déjà eu des crises d'asthme, Monroe. Tu dramatises trop. Une nuit à l'hôpital ne signifie pas que tu abandonnes tes engagements familiaux. C'est là que j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a des années. Ma mère n'avait jamais vraiment pris l'état de santé d'Emma au sérieux. Pour elle, l'asthme n'était qu'un autre inconvénient, une autre façon pour moi de trouver des excuses ou de chercher de l'attention. Le schéma était là depuis le début, et j'étais trop occupé à essayer de plaire à tout le monde pour le remarquer. Stéphanie m'a appelé directement samedi matin. Monroe, c'est quoi cette histoire de manquer ma fête? Maman dit que tu essaies encore de te défiler de tes obligations. Ma fille est sous respirateur, Stéphanie. Elle ne peut pas respirer seule en ce moment. Allez, tu exagères. Les enfants se remettent de ces choses-là. Le fils de la sœur de Derek a eu une pneumonie le mois dernier, et elle a quand même réussi à venir à notre célébration de fiançailles. Tu as juste besoin de mieux prioriser. La conversation s'est terminée quand je lui ai raccroché au nez. Mais les dégâts se propageaient déjà dans notre réseau familial. Cousins, tantes, oncles. Tout le monde recevait une version de l'histoire où Monroe était difficile et laissait tomber tout le monde lors d'une étape importante de la famille. Mon téléphone vibrait constamment de messages de parents remettant en question mon attachement aux valeurs familiales. L'oncle Paul a texté, ta sœur n'aura qu'une seule première révélation de genre, Monroe. Emma comprendra quand elle sera plus âgée que nous devons parfois faire des sacrifices pour des occasions spéciales. C'est alors que le docteur Williams a remarqué ma détresse lors de sa tournée du soir. M. Garrett, vous êtes ici depuis 3 jours d'affilée. Quand avez-vous mangé un vrai repas ou changé de vêtements pour la dernière fois? J'ai regardé la même chemise de travail et le même jean que je portais depuis jeudi soir. Je ne peux pas la quitter, docteur. Et si quelque chose arrivait pendant mon absence? Les infirmières vous appelleront immédiatement s'il y a le moindre changement. Vous ne serez d'aucune utilité à Emma si vous vous effondrez d'épuisement. Allez au moins à la cafétéria pendant 20 minutes. Mais je ne pouvais pas me résoudre à partir. Chaque respiration qu'Emma prenait était assistée par cette machine. Chaque battement de cœur était surveillé sur des écrans qui bipaient et clignotaient sans cesse.
Comment pouvais-je m'absenter pour un gâteau et des jeux de société alors que ma fille se battait pour sa vie? C'est là que Jessica est arrivée. Je ne m'attendais pas à ce que mon ex-femme se présente. Nous étions divorcés depuis 2 ans et notre communication se limitait généralement à la logistique des échanges. Mais elle était là, le samedi soir, entrant dans l'unité de soins intensifs comme si elle en était la propriétaire. « Monroe, il faut qu'on parle », a-t-elle annoncé, sans même jeter un premier regard à Emma. J'ai réfléchi à cette situation et je ne suis pas à l'aise avec la façon dont tu as géré les choses. La façon dont j'ai géré les choses? Jessica, je l'ai amenée à l'hôpital dès qu'elle n'a plus pu respirer. Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Tu aurais dû mieux surveiller son état en premier lieu. Tu aurais dû remarquer les signes plus tôt. Emma m'a dit que son inhalateur ne fonctionnait pas aussi bien ces derniers temps. Mais as-tu fait un suivi avec son médecin? T'es-tu assuré qu'elle prenait son traitement préventif de manière constante? L'accusation a été un coup physique. Les ordonnances d'inhalateur d'Emma étaient toujours renouvelées à temps. C'était moi qui l'avais conduite à chaque rendez-vous chez le pneumologue depuis le divorce. C'était moi qui avais appris la bonne technique d'inhalation et qui lui avais appris à reconnaître ses signes avant-coureurs. Jessica, tu sais que ce n'est pas juste. J'ai parfaitement bien géré son asthme. Vraiment? Parce que le docteur Williams m'a dit que les niveaux d'inflammation d'Emma suggèrent que cela se développait depuis des semaines. Où étais-tu quand ça se passait? J'ai regardé mon ex-femme, essayant de comprendre ce qui se passait. Tu essaies sérieusement de me blâmer pour la maladie d'Emma? Je dis que c'est peut-être le moment de reconsidérer notre arrangement de garde. Emma a besoin de stabilité. Elle a besoin d'un parent qui peut se concentrer complètement sur ses besoins de santé sans être distrait par les horaires de travail et les projets du week-end. La menace était indubitable. Jessica parlait de demander la garde exclusive. Elle utilisait l'urgence médicale d'Emma comme une arme contre moi. Et le pire, c'est qu'elle coordonnait probablement cette attaque avec ma mère, qui racontait à tout le monde que j'abandonnais la famille et que je faisais de mauvais choix. Je me suis senti complètement seul dans cette chambre d'hôpital stérile, entouré des bruits des équipements de survie et de l'odeur d'antiseptique. Ma fille avait plus besoin de moi que de quiconque. Mais au lieu du soutien de sa famille élargie, je faisais face à une campagne coordonnée pour prouver que j'étais un parent inapte. Cette nuit-là, après le départ de Jessica avec de vagues menaces de consulter son avocat, j'ai pris une décision. J'ai bloqué le numéro de ma mère. Je n'allais laisser personne me culpabiliser pour que je quitte le chevet d'Emma pour une fête. Je n'allais pas m'excuser d'avoir mis la vie de ma fille au-dessus des obligations sociales. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Le dimanche matin a apporté un nouveau niveau de dysfonctionnement familial que je n'aurais jamais cru possible. Stéphanie a trouvé un moyen de contourner mon blocage en appelant depuis le téléphone de Derek à 6h45 du matin. Sa voix était stridente d'indignation quand j'ai répondu « Monroe Jacob Garrett, comment oses-tu bloquer le numéro de maman? Comment oses-tu embarrasser toute notre famille comme ça ?» J'ai gardé la voix basse car Emma était toujours inconsciente et les infirmières avaient souligné que Louis était souvent le dernier sens à être affecté. Stéphanie, ma fille est gravement malade. Je ne discute pas de l'organisation d'une fête en ce moment. Tu ne discutes de rien parce que tu as décidé d'être complètement égoïste et égocentrique. As-tu la moindre idée de l'humiliation que j'ai ressentie hier? Sais-tu ce que ça fait de devoir expliquer à 35 personnes pourquoi mon propre frère ne pouvait pas daigner se présenter? Je t'ai dit exactement où j'étais et pourquoi. Tu m'as dit que tu dramatisais trop une crise d'asthme de routine. Emma va bien, Monroe. Elle cherche probablement juste à attirer l'attention parce qu'elle sait que tu vas tomber dans le panneau. Les enfants manipulent leurs parents tout le temps. Les mots sont restés en suspens dans l'air, comme du poison. Ma fille de 8 ans, allongée immobile avec un tube dans la gorge, me manipulait apparemment pour attirer l'attention. Selon ma sœur, le respirateur qui maintenait Emma en vie faisait partie d'un stratagème élaboré d'enfant. Stéphanie, je raccroche maintenant. Attends, avant de le faire, tu devrais savoir que j'ai parlé à des membres de la famille de ce schéma de comportement. Ce n'est pas la première fois que tu utilises Emma comme excuse pour éviter les responsabilités familiales. Tu te souviens de Noël il y a 2 ans, quand tu es parti tôt parce qu'elle avait mal au ventre? Tu te souviens du 4 juillet, quand tu n'as pas pu rester pour les feux d'artifice à cause de sa routine du coucher? Je me souvenais très bien des 2 occasions. À Noël, Emma avait 39 degrés de fièvre. Lors du rassemblement du 4 juillet, elle avait été submergée par la foule et le bruit,
et j'avais reconnu les signes d'une crise d'angoisse imminente qui pouvait déclencher son asthme. Ce n'étaient pas des excuses, Stéphanie. C'était des décisions parentales. C'était toi qui mettais le malaise temporaire d'un enfant au-dessus de l'unité familiale. Et maintenant tu recommences, sauf que cette fois, tu te caches derrière une urgence médicale pour justifier ton comportement antisocial. Ce qui m'a choqué n'était pas seulement la cruauté de ses paroles, mais le calcul qui se cachait derrière. Stéphanie avait clairement monté un dossier contre ma parentalité depuis des mois, peut-être des années. Chaque fois que j'avais priorisé les besoins d'Emma par rapport aux événements sociaux de la famille, elle avait tenu les comptes. Derek et moi avons discuté de cette situation, a-t-elle poursuivi. Et nous pensons que tu pourrais bénéficier de conseils professionnels pour établir des limites appropriées avec Emma. Il n'est pas sain pour un enfant d'avoir autant de contrôle sur la vie sociale d'un parent. Derek était associé junior dans un cabinet d'avocats de taille moyenne en ville. L'implication était claire. Ils envisageaient une intervention juridique si je ne commençais pas à me conformer à leurs attentes de participation familiale. Ma limite, c'est de garder ma fille en vie, Stéphanie. Je suis désolé si cela interfère avec l'organisation de ta fête. Ta limite, c'est d'utiliser un enfant malade pour manipuler tout le monde autour de toi afin qu'il s'adapte à ton anxiété sociale et à ton besoin d'attention. Mais ça ne marchera plus, Monroe. La famille a parlé et nous ne cautionnerons plus ce comportement. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 1 heure plus tard, j'ai découvert ce que « la famille a parlé » signifiait réellement. Stéphanie avait publié une série de mises à jour sur les réseaux sociaux au sujet de sa fête de révélation du genre qui peignait un tableau de trahison et d'abandon familial. La photo montrait un beau jardin décoré en rose et bleu, des dizaines de parents souriants, et un gâteau élaboré de la boulangerie Morrison que quelqu'un d'autre avait apparemment fourni. Les légendes racontaient une autre histoire. Quand les membres de la famille choisissent le drame plutôt que l'amour, le reste d'entre nous s'aime juste plus fort, et, tellement reconnaissante pour les parents qui se présentent quand ça compte et j'apprends à laisser partir ceux qui trouvent toujours des excuses. La section des commentaires était remplie de messages de soutien de tantes, de cousins et d'amis de la famille, tous exprimant leur sympathie pour Stéphanie qui devait faire face à des membres de la famille difficiles et peu fiables. Personne n'a mentionné que le membre de la famille difficile était actuellement dans une unité de soins intensifs pédiatriques, regardant sa fille se battre pour sa vie. Mais la campagne sur les réseaux sociaux n'était que le début. Vers midi, j'ai commencé à recevoir des appels de membres de la famille élargie qui avaient été à la fête. Tante Linda, la sœur de ma mère, a appelé pour prendre des nouvelles d'Emma, mais a passé la plupart de la conversation à expliquer à quel point Stéphanie avait été blessée par mon absence. Je sais que tu aimes Emma, mon chéri, mais parfois nous devons faire confiance au fait que les enfants sont plus résilients que nous le pensons. Stéphanie n'aura qu'une seule première grossesse et le soutien de la famille pendant ces étapes importantes compte vraiment. Le cousin Marcus a appelé 1 heure plus tard avec un message similaire déguisé en inquiétude. Salut mec, j'ai entendu qu'Emma a des problèmes respiratoires. C'est dur, mais tu sais, le stress affecte aussi les enfants. Et peut-être qu'elle se remettrait plus vite si elle ne captait pas ton anxiété à l'idée de quitter l'hôpital. L'appel le plus difficile est venu du jeune frère de ma mère, l'oncle Paul, qui avait apparemment été désigné comme le porte-parole de la famille. Monroe, nous devons avoir une conversation sérieuse sur tes priorités. Ta mère a le cœur brisé par cette situation. Stéphanie se demande si elle peut compter sur toi pour quoi que ce soit d'important. Et franchement, certains d'entre nous se demandent si tu n'utilises pas les problèmes médicaux d'Emma pour éviter de faire face à tes obligations sociales. Oncle Paul, Emma est sous respirateur. Elle ne peut pas respirer sans assistance mécanique. Ce n'est pas un conflit d'obligations sociales. C'est exactement le genre de langage dramatique qui inquiète tout le monde quant à ton jugement. Les enfants tombent malades, Monroe. Ils vont à l'hôpital. Mais la vie ne s'arrête pas pour le reste d'entre nous. Ta grand-mère a survécu en élevant 5 enfants sans annuler les événements familiaux à chaque fois que quelqu'un avait de la fièvre. La comparaison était absurde. Ma grand-mère avait élevé des enfants à une époque où l'asthme infantile était mal compris et souvent non traité. Certains de ces enfants n'avaient pas survécu à leur maladie respiratoire. Mais l'oncle Paul ne s'intéressait pas aux réalités médicales. Il s'intéressait à la conformité familiale. Nous avons décidé que tu avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tes priorités, a-t-il poursuivi. Jusqu'à ce que tu sois prêt à t'excuser auprès de ta mère et de ta sœur, et jusqu'à ce que tu sois prêt à participer aux événements familiaux sans utiliser Emma comme excuse, nous pensons qu'il est préférable que tu gères tes problèmes de manière indépendante.
Traduction, la famille me coupait financièrement et émotionnellement, à moins que j'abandonne le chevet de ma fille pour assister à des fonctions sociales. Cet après-midi-là, le docteur Williams est passé lors de sa tournée et a remarqué ma détresse évidente. Monsieur Garrett, on dirait que vous n'avez pas dormi depuis des jours. Comment tenez-vous le coup? Je vais bien, docteur. Comment va Emma? Emma se maintient, mais je suis inquiet pour vous. Recevez-vous du soutien de membres de votre famille? Traverser cela seul peut être accablant. J'ai failli rire de l'ironie. Ma famille pense que je dramatise trop l'état d'Emma. Ils pensent qu'elle me manipule pour attirer l'attention. Le docteur Williams a froncé les sourcils. Monsieur Garrett, votre fille est sous ventilation mécanique depuis 3 jours. Il n'y a rien de manipulateur dans l'insuffisance respiratoire. Est-ce que quelqu'un de votre famille a parlé avec moi ou avec le personnel infirmier de l'état de santé d'Emma? Non, docteur. Ils sont trop occupés à organiser des fêtes. Je vois. Eh bien, pour ce que ça vaut, vous faites exactement ce qu'un bon parent devrait faire. Emma a plus besoin de votre présence que de toute autre chose en ce moment. Les enfants en soins intensifs se rétablissent plus vite lorsqu'ils bénéficient d'un soutien constant et aimant. Mais même les assurances du docteur Williams ne pouvaient pas apaiser le sentiment croissant d'isolement. Ma famille avait clairement exprimé sa position. L'urgence médicale d'Emma était moins importante que l'événement social de Stéphanie. Ma dévotion envers ma fille était une manipulation égoïste plutôt qu'une parentalité responsable. Alors que le dimanche soir approchait, j'ai réalisé que je faisais face à cette crise sans aucun système de soutien. La mère d'Emma montait un dossier contre mes droits de garde. Ma famille de naissance traitait son hospitalisation comme un inconvénient qui prouvait mon inaptitude en tant que membre de la famille. Je n'avais aucune idée que la pire trahison était encore à venir. Lundi a apporté les premiers signes d'espoir que j'avais vus depuis jeudi soir. Les niveaux de saturation en oxygène d'Emma s'amélioraient, et le docteur Williams a prudemment mentionné la possibilité de réduire le support ventilatoire si la tendance se poursuivait. Sa petite main a bougé quand je lui ai parlé, et ses paupières ont tremblé d'une manière qui suggérait qu'elle pourrait approcher de la conscience. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures en 4 jours. La chaise d'hôpital à côté du lit d'Emma était devenue mon monde entier. Le café de la cafétéria me maintenait fonctionnel, mais à peine. Les sandwichs des distributeurs automatiques et les barres énergétiques me soutenaient sur le plan nutritionnel, bien que j'ai complètement perdu l'appétit. Le personnel infirmier avait commencé à exprimer son inquiétude quant à mon état. Sarah, l'infirmière de nuit qui avait été particulièrement gentille, m'a apporté un oreiller et une couverture dimanche soir. Monsieur Garrett, vous devez aussi prendre soin de vous. Emma aura besoin que vous soyez fort quand elle se réveillera. Mais je ne pouvais pas me résoudre à partir, même pour de courtes pauses. Chaque alarme de machine, chaque changement sur les moniteurs, chaque ajustement que les infirmières faisaient ressemblait à une crise potentielle. Et si Emma avait besoin de moi et que je n'étais pas là? Et si quelque chose arrivait pendant les quelques minutes où j'étais absent? C'est alors que mon grand-père a appelé. Grand-père Harold était le père de ma mère, un charpentier à la retraite qui avait toujours été la voix stable et raisonnable dans le chaos de notre famille. À 82 ans, il vivait toujours de manière indépendante dans sa petite maison de l'autre côté de la ville, entretenant son jardin et son atelier de menuiserie avec une précision méthodique. Monroe, je viens d'apprendre qu'Emma est à l'hôpital. Comment va-t-elle, mon fils? Le soulagement d'entendre quelqu'un demander des nouvelles de l'état d'Emma sans immédiatement passer à la politique familiale était écrasant. Elle est sous respirateur, grand-père. Insuffisance respiratoire due à une grave crise d'asthme, mais les médecins pensent qu'elle pourrait s'améliorer. Grand Dieu! Pourquoi personne ne m'a dit à quel point c'était grave? Ta mère a dit qu'Emma avait une de ces crises et que tu faisais tout un plat d'un soin médical de routine. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Grand-père, Emma est inconsciente depuis 4 jours. Elle ne peut pas respirer sans assistance mécanique. Il n'y a rien de routinier là-dedans. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Monroe, je pense qu'il y a eu de graves malentendus dans cette famille. Ta mère a dit à tout le monde à la fête de Stéphanie qu'Emma avait une légère crise d'asthme et que tu t'en servais comme excuse pour éviter les obligations familiales. Elle a dit que tu gardais Emma à la maison pour obtenir de la sympathie et de l'attention. Emma est en soins intensifs depuis jeudi soir. Elle n'est pas du tout rentrée à la maison. Ce n'est pas l'histoire que nous avons entendue. Selon ta mère,
tu as exagéré les problèmes médicaux d'Emma pour un effet dramatique et tu lui apprends à utiliser la maladie comme un moyen de manipulation. J'ai réalisé que ma mère avait délibérément déformé l'état d'Emma à toute la famille élargie. Elle avait convaincu tout le monde que j'étais le problème, qu'Emma allait bien, et que j'utilisais une fausse urgence médicale pour éviter les responsabilités sociales. Grand-père, aimerais-tu parler au médecin d'Emma? Le docteur Williams peut expliquer exactement à quel point cette situation a été grave. J'apprécierais, mon fils. Et Monroe, je viens à l'hôpital aujourd'hui. Si ma arrière-petite-fille se bat pour sa vie, je veux être là. Grand-père Harold est arrivé vers 15 heures, apportant avec lui l'odeur de tabac à pipe et de copeaux de bois qui avait défini mes visites d'enfance à son atelier. Il a jeté un coup d'œil à Emma, entourée d'équipements médicaux, et s'est assis lourdement sur la chaise supplémentaire. « Oh, ma chérie » a-t-il murmuré, tendant la main pour toucher doucement le front d'Emma. Je n'en avais aucune idée. Le docteur Williams a passé 20 minutes à expliquer l'état d'Emma, le plan de traitement et le pronostic à mon grand-père. Son visage est devenu de plus en plus grave à mesure qu'il apprenait les détails que ma mère avait cachés ou déformés à la famille. « Docteur, est-ce que Monroe fait tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il aide au rétablissement d'Emma en restant ici? » Monsieur Garrett fait exactement ce dont Emma a besoin, l'a assuré le docteur Williams. La présence parentale est l'un des facteurs les plus importants dans le rétablissement pédiatrique. Les enfants guérissent plus vite quand ils savent que leurs parents sont à proximité. Après le départ du docteur Williams, mon grand-père est resté assis en silence pendant plusieurs minutes, regardant la poitrine d'Emma se soulever et s'abaisser avec une précision mécanique. « Monroe, je dois te dire quelque chose qui me tracasse. Ta mère a agi étrangement avec l'argent ces derniers temps. Elle m'a demandé de l'aide pour les dépenses ménagères, disant que tu lui empruntais de l'argent et que tu ne la remboursais pas. Elle a aussi mentionné que les factures médicales d'Emma mettaient à rude épreuve les finances de toute la famille. Je n'avais pas emprunté d'argent à ma mère depuis plus de 3 ans, et les frais médicaux d'Emma étaient couverts par mon assurance via Peterson Electric. Ma mère avait créé des problèmes financiers fictifs pour justifier son ressentiment envers mes choix parentaux. Grand-père, je n'ai emprunté aucun argent à maman et les soins médicaux d'Emma sont couverts. Je m'en doutais. Ta mère raconte beaucoup d'histoires ces derniers temps qui ne tiennent pas la route. Je commence à me demander si elle n'a pas utilisé des situations familiales pour manipuler mon aide avec ses propres problèmes d'argent. Nous avons parlé pendant une autre heure de dynamique familiale que je n'avais jamais entièrement comprise. Mon grand-père a révélé que ma mère s'était positionnée comme la victime des mauvais choix de tout le monde pendant des années, recueillant sympathie et soutien financier en déformant diverses situations. Vers 18 heures, j'ai dit à mon grand-père que je devais appeler mon superviseur pour le mettre au courant de mon congé. Frank avait été compréhensif, mais je devais lui donner un calendrier réaliste pour mon retour au travail. « Vas-y, mon fils. Je resterai avec Emma pendant que tu passes tes appels. » Je suis sorti dans la salle de consultation familiale au bout du couloir et j'ai passé 10 minutes au téléphone avec Frank, expliquant l'état d'Emma et obtenant l'approbation pour un congé familial prolongé. Quand je suis retourné dans la chambre d'Emma, mon grand-père avait l'air troublé. « Monroe, quelque chose s'est passé pendant ton absence. L'infirmière a mentionné qu'une femme plus âgée est venue rendre visite à Emma pendant les heures de visite hier soir. Elle s'est enregistrée comme grand-mère, mais ce n'était pas moi et ce n'était pas la mère de Jessica. Est-ce que ta mère est venue ici? » Mon sang s'est glacé. « Quand? » Hier. Hier soir vers 19h30. L'infirmière a dit que la femme a passé environ 20 minutes dans la chambre d'Emma et est partie à la fin des heures de visite. J'ai trouvé Sarah, l'infirmière de nuit qui travaillait dimanche soir. « Sarah, pouvez-vous me parler de la femme qui a rendu visite à Emma hier? » « Oh, oui. Une dame plus âgée, peut-être 65 ans, cheveux gris courts, très bien habillée. Elle a dit qu'elle était la grand-mère d'Emma et que vous aviez donné la permission pour sa visite. Elle semblait en savoir beaucoup sur l'état d'Emma, alors j'ai supposé que vous aviez parlé avec elle. Est-ce qu'elle a dit quelque chose à Emma? A-t-elle essayé de la réveiller? Je les ai vérifiés une fois, et elle parlait à Emma très doucement. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais elle semblait très concentrée sur le fait d'obtenir une réponse. J'ai eu la nausée. Ma mère était venue à l'hôpital pendant mon absence et avait passé 20 minutes seule avec ma fille inconsciente. Elle avait obtenu l'accès en prétendant que j'avais donné la permission, ce que je n'avais absolument pas fait. Et elle avait parlé à Emma, essayant de la réveiller pour des raisons que je ne pouvais imaginer, mais que je craignais de découvrir bientôt. Sarah,
y a-t-il un moyen de revoir les enregistrements de sécurité d'hier soir? Vous devrez parler avec la sécurité de l'hôpital, mais oui, toutes les zones de visite sont enregistrées. J'ai passé l'heure suivante avec la sécurité de l'hôpital à examiner des images qui confirmaient mes pires soupçons. Ma mère avait en effet rendu visite à Emma à 19h30 le dimanche soir, restant exactement 23 minutes. Les caméras la montraient se penchant sur le lit d'Emma, parlant avec insistance, touchant occasionnellement la main et le bras d'Emma comme pour provoquer une réponse. Ce qui était le plus troublant, c'était le langage corporel de ma mère. Elle n'agissait pas comme une grand-mère inquiète rendant visite à sa petite-fille malade. Elle agissait comme quelqu'un avec un objectif, quelqu'un essayant d'accomplir quelque chose de spécifique lors de sa visite non autorisée. Monsieur Garrett, a dit le superviseur de la sécurité, étant donné que cette visiteuse n'a pas été autorisée par vous, nous pouvons restreindre son accès à l'avenir si vous le souhaitez. Oui, s'il vous plaît. Personne ne devrait être autorisé à rendre visite à Emma sans ma permission explicite. Je suis retourné dans la chambre d'Emma pour trouver mon grand-père lisant tranquillement pendant qu'Emma continuait sa respiration mécanique et régulière. Mais quelque chose semblait différent. Il y avait une tension dans l'air, j'ai senti que quelque chose avait changé pendant que je m'occupais du problème de sécurité. Monroe, a dit mon grand-père doucement. Je pense qu'Emma est peut-être en train de se réveiller. Ses yeux bougent sous ses paupières depuis quelques minutes. Comme en réponse à sa voix, les yeux d'Emma se sont ouverts pour la première fois en 4 jours. Les yeux d'Emma se sont ouverts lentement, flous et confus sous la lumière vive de l'hôpital. Le docteur Williams m'avait prévenu que la conscience reviendrait progressivement et qu'Emma pourrait être désorientée à cause des médicaments et du traumatisme des soins intensifs. Papa. Sa voix n'était qu'un murmure, rauque à cause du tube respiratoire qui avait été retiré juste 1 heure plus tôt. Je suis là, ma chérie. Tu es en sécurité. Tu es à l'hôpital, mais tu vas mieux. Le regard d'Emma a parcouru la pièce, observant les moniteurs et l'équipement médical avant de se poser sur mon visage. Papa, j'ai eu peur. Je ne pouvais plus respirer et tout est devenu noir. Je sais, mon bébé. Mais les médecins t'ont aidé. Et maintenant tes poumons fonctionnent mieux. Tu vas aller bien. Mon grand-père s'est penché doucement. Bonjour, Emma. Je suis ton arrière-grand-père, Harold. J'attendais de te rencontrer correctement depuis longtemps. Emma a étudié son visage avec la concentration sérieuse que les enfants utilisent pour traiter de nouvelles informations. Tu es le grand-père de papa. C'est bien ça. Et je suis si fier de ton courage. Le docteur Williams est arrivé pour sa tournée du soir et a été ravi de trouver Emma réveillée et réactive. Après avoir vérifié ses signes vitaux et posé quelques questions d'orientation de base, elle a confirmé que le rétablissement d'Emma progressait bien. Emma, tu vas beaucoup mieux. Ta respiration est presque revenue à la normale, et nous pourrons peut-être te transférer hors des soins intensifs demain si tu continues à t'améliorer. Mais alors que l'excitation médicale retombait et que les heures de visite se terminaient, Emma est devenue silencieuse d'une manière qui semblait différente de la fatigue normale post-hospitalisation. Elle n'arrêtait pas de regarder vers la porte de sa chambre, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse. « Papa » dit-elle finalement, sa voix encore faible, mais portant un poids qui me rendit nerveux. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Mamie est venue ici hier soir. » Mon grand-père et moi avons échangé un regard. « Que veux-tu dire, Emma ? Quelle mamie ? Ta maman. La maman de papa est venue me voir quand tu n'étais pas là. » J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. « Emma, qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Emma avait l'air incertaine, comme si elle essayait de décider si elle devait me dire quelque chose qui pourrait me contrarier. Elle a dit des choses qui m'ont rendu triste. « Quel genre de choses, mon bébé ? Tu peux tout me dire. Tu n'auras pas d'ennui. » Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Elle a dit que tu ne voulais plus vraiment t'occuper de moi. Elle a dit que tu lui avais dit qu'avoir une petite fille malade était trop de travail et que tu voulais me donner à maman tout le temps pour que tu puisses t'amuser sans te soucier de mon asthme. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ma mère avait utilisé sa visite non autorisée pour empoisonner l'esprit de ma fille contre moi alors qu'Emma était sans défense et vulnérable dans un lit d'hôpital. Emma, ce n'est pas vrai. Rien de tout ça. J'adore m'occuper de toi. J'adore t'avoir avec moi. Je ne voudrais jamais te donner. Mais mamie a dit que tu lui avais dit ça. Elle a dit que tu te plains de payer pour mes médicaments et que les vrais papas ne laissent pas leur fille tomber aussi malade.
Je pouvais à peine contrôler ma rage. Ma mère avait attaqué la confiance entre moi et ma fille au moment où Emma était la plus effrayée et la plus vulnérable. Elle avait utilisé l'urgence médicale d'Emma comme une opportunité pour créer un doute sur mon amour et mon engagement. Emma, regarde-moi. Ai-je quitté cette chambre depuis que tu es ici? Non, papa. Tu as été là tout le temps. C'est parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où je veux être. Il n'y a rien de plus important pour moi que de m'assurer que tu es en sécurité et aimé. Mamie a eu tort de te dire ces choses. Mais Emma n'avait pas fini. Papa, elle a dit autre chose aussi. Mon grand-père a tendu la main et a pris la mienne, sentant que ce qui allait suivre serait pire. Elle a dit que maman et elle avaient trouvé un nouveau papa pour moi. Quelqu'un avec beaucoup d'argent qui peut mieux s'occuper de moi. Elle a dit que tu allais signer des papiers pour le laisser m'adopter parce que tu en as marre d'être pauvre et de t'occuper d'enfants malades. J'ai senti la pièce tourner autour de moi. Ma mère n'avait pas seulement attaqué ma relation avec Emma. Elle avait révélé ce qui ressemblait à un véritable plan impliquant Jessica et une adoption potentielle. Ce n'était pas de la cruauté au hasard. Cela faisait partie d'une stratégie coordonnée pour me retirer complètement de la vie d'Emma. Emma, ma chérie, je ne signerai jamais de papier pour te donner à quelqu'un d'autre. Tu es ma fille. Et je serai toujours ton papa. Personne ne peut changer ça. Mais si le nouveau papa a plus d'argent pour de meilleurs médecins? Et si j'étais en meilleure santé si je vivais avec lui au lieu de toi? La manipulation était d'une efficacité déchirante. Ma mère avait pris la peur légitime d'Emma concernant son état de santé et l'avait transformée en culpabilité d'être un fardeau pour moi. Elle avait fait en sorte qu'une fillette de 8 ans s'inquiète que sa maladie ruine ma vie et qu'elle serait mieux avec des étrangers. Emma, écoute-moi très attentivement. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas trop cher. Tu n'es pas trop de travail. Tu es la chose la plus importante de mon monde entier. Et je préférerais être pauvre avec toi que riche sans toi. Le docteur Williams a choisi ce moment pour revenir pour une dernière vérification, et elle a immédiatement remarqué la tension émotionnelle dans la pièce. Tout va bien? Emma, tu as l'air contrariée. J'ai regardé mon grand-père, qui a hoché la tête de manière encourageante. Docteur, Emma vient de nous dire que quelqu'un lui a rendu visite hier et lui a dit des choses très troublantes sur ses soins médicaux et notre situation familiale. Est-il possible que le stress émotionnel puisse affecter son rétablissement? Le docteur Williams s'est assis à côté du lit d'Emma. Emma, parfois, quand nous sommes malades et effrayés, les gens peuvent dire des choses qui nous inquiètent encore plus. Mais je veux que tu saches que ton papa a pris excellent soin de toi. Il a tout fait exactement comme il fallait, et c'est pourquoi tu vas mieux. Vraiment? Vraiment. Ton papa t'a amené à l'hôpital dès que tu n'as plus pu respirer. Il est resté avec toi chaque jour. Il a posé toutes les bonnes questions sur ton traitement. C'est ce que font les bons papas quand leurs petites filles sont malades. Emma a semblé soulagée, mais je pouvais voir que les paroles de ma mère avaient semé des graines de doute qui prendraient du temps à être complètement dissipées. Après le départ du docteur Williams, Emma s'est endormie en me tenant la main. Mon grand-père et moi sommes restés assis dans la pièce sombre, digérant ce que nous avions appris. Monroe, c'est pire que ce que je pensais. Ta mère n'a pas seulement fait des erreurs ou mal compris la situation. Elle a délibérément utilisé la maladie d'Emma pour essayer de détruire votre relation. Grand-père, elle a mentionné des papiers d'adoption et un nouveau papa avec de l'argent. On dirait qu'elle a coordonné quelque chose de spécifique avec Jessica. Je pense que tu dois faire des recherches, mon fils, car s'il y a un plan juridique en cours, tu dois le savoir avant qu'il ne soit trop tard pour te défendre. J'ai passé cette nuit-là à faire des recherches sur le droit de la famille sur mon téléphone pendant qu'Emma dormait paisiblement pour la première fois en 5 jours. Ce que j'ai découvert a rendu tout ce que ma mère avait dit à Emma encore plus sinistre. Dans notre État, les droits parentaux pouvaient être résiliés si un tribunal déterminait qu'un parent était incapable de fournir des soins médicaux adéquats à un enfant ayant des besoins spéciaux. Si Jessica pouvait prouver que l'hospitalisation d'Emma était le résultat de ma négligence, et si elle pouvait démontrer qu'une autre personne était mieux équipée pour gérer les besoins médicaux d'Emma, elle pourrait en fait demander la résiliation de mes droits en faveur d'une adoption par un beau-père. La visite de ma mère n'avait pas été de la cruauté au hasard. C'était la préparation d'une bataille pour la garde qui positionnerait la maladie d'Emma comme une preuve de mon inaptitude en tant que père. Mais j'étais sur le point de découvrir que la conspiration était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Le mardi matin a apporté des révélations plus troublantes que je n'aurais pu l'anticiper.
Pendant qu'Emma dormait paisiblement pour la première fois depuis qu'elle avait repris connaissance, j'ai décidé d'enquêter sur les papiers d'adoption qu'elle avait mentionnés. Ces paroles sur un « nouveau papa avec beaucoup d'argent » semblaient trop spécifiques pour être une manipulation désinvolte. J'ai commencé par appeler mon ami Robert, qui supervisait l'équipe d'électriciens chez Peterson Electric. Robert avait traversé une vilaine bataille pour la garde 3 ans plus tôt et en savait plus sur le droit de la famille que je n'aurais jamais voulu en apprendre. Monroe, comment va Emma? Frank a raconté la situation à toute l'équipe. Elle est réveillée maintenant et s'améliore, mais je dois te demander quelque chose d'étrange. Est-ce que quelqu'un t'a appelé pour poser des questions sur moi? Sur mes performances au travail ou ma stabilité? Il y eut une pause. En fait, oui. Vendredi dernier, quelqu'un a appelé en prétendant être des services de protection de l'enfance. Il voulait savoir sur ta présence, ton comportement, si tu semblais stressé ou dépassé par la monoparentalité. Je leur ai dit que tu étais l'un des gars les plus fiables que nous ayons. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'ils ont demandé exactement? Des trucs bizarres. Si tu parlais des frais médicaux d'Emma comme d'un fardeau financier, si tu avais déjà mentionné que tu te sentais incapable de gérer seul ses problèmes de santé, si tu semblais ressentir du ressentiment à avoir des responsabilités de garde. C'était exactement le genre de questions qui soutiendrait un dossier de résiliation des droits parentaux pour incapacité à fournir des soins adéquats. Robert, ce n'était pas vraiment les services de protection de l'enfance. Je pense que quelqu'un monte un dossier contre mes droits de garde. De quoi as-tu besoin que je fasse? Peux-tu documenter cet appel? Note tout ce dont tu te souviens sur les questions et quand ça s'est passé. J'en aurai peut-être besoin pour le tribunal. Après avoir raccroché avec Robert, j'ai appelé Jessica directement. J'avais besoin de savoir si mes soupçons étaient corrects. Monroe, j'espère que tu appelles pour discuter de la planification de la sortie d'Emma. Nous devons parler de la modification de notre arrangement de garde pour s'assurer qu'elle bénéficie d'une supervision médicale appropriée à l'avenir. Jessica, est-ce que quelqu'un t'a aidé à monter un dossier contre ma parentalité? Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que quelqu'un t'a encouragé à demander une modification de la garde? Quelqu'un t'a-t-il fourni des conseils juridiques ou un soutien? Le silence de Jessica a duré trop longtemps. Monroe, j'ai consulté un avocat au sujet du meilleur intérêt d'Emma. C'est mon droit en tant que mère. Quel avocat? C'est confidentiel. Est-ce le cabinet d'avocats de Derek? Une autre pause révélatrice. Derek a mentionné que son cabinet s'occupe parfois d'affaires de droit de la famille et ils ont proposé de fournir des services de consultation à un tarif réduit. J'ai senti les pièces du puzzle se mettre en place. Le mari de Stéphanie fournissait des services juridiques pour aider Jessica à m'enlever Emma. Ma mère leur donnait des munitions en déformant ma situation financière et mes capacités parentales. Et ils avaient coordonné cet effort pendant qu'Emma se battait pour sa vie. Jessica, à qui d'autre as-tu parlé de cette modification de la garde? Je n'ai pas à répondre à tes questions, Monroe. As-tu parlé à ma mère? Ta mère m'a appelé dimanche matin pour exprimer son inquiétude quant aux soins d'Emma. Elle a mentionné que tu semblais dépassé par les responsabilités médicales et que tu empruntais de l'argent à la famille pour couvrir les dépenses. Jessica, je n'ai emprunté d'argent à personne. Mon assurance couvre les soins médicaux d'Emma. Et la raison pour laquelle j'ai semblé dépassé, c'est parce que notre fille a été inconsciente sous respirateur. Ta mère dit que tu as exagéré les besoins médicaux d'Emma pour attirer l'attention et que tu utilises son asthme comme excuse pour éviter les obligations familiales. J'ai réalisé que ma mère avait joué sur les deux tableaux. Elle avait dit à ma famille que je surréagissais aux besoins médicaux d'Emma tout en disant simultanément à Jessica que je sous-réagissais et que je fournissais des soins inadéquats. Jessica, est-ce que ma mère t'a suggéré de demander une modification de la garde? Elle a mentionné qu'Emma pourrait bénéficier d'un environnement familial plus stable avec de meilleures ressources pour gérer ses besoins médicaux. De meilleures ressources comme quoi? Comme un beau-père qui est financièrement établi et qui peut fournir des soins médicaux privés au lieu de dépendre des urgences. Voilà. Jessica prévoyait déjà de se remarier avec quelqu'un qui pourrait fournir de meilleures ressources médicales à Emma. Et ma mère l'encourageait à présenter mes limites financières comme une négligence médicale. Après avoir mis fin à l'appel avec Jessica, j'ai contacté le défenseur des patients de l'hôpital pour discuter de mes préoccupations concernant les visiteurs non autorisés et les interférences potentielles avec les soins d'Emma. Monsieur Garrett, les visiteurs non autorisés peuvent absolument avoir un impact sur le rétablissement d'un enfant, surtout s'ils causent une détresse émotionnelle.
Nous pouvons mettre en place des restrictions de visite strictes qui nécessitent votre approbation explicite pour que quiconque voie Emma. J'apprécierais. Et y a-t-il un moyen de documenter l'impact émotionnel de la visite non autorisée de ma mère? Le docteur Williams peut noter dans le dossier d'Emma qu'elle a ressenti une détresse liée à un comportement inapproprié d'un visiteur. Cette documentation peut être importante en cas de problème de garde. Mais mon enquête a révélé des détails encore plus troublants. Je me suis souvenu des inquiétudes de mon grand-père au sujet de ma mère lui demandant de l'argent pour couvrir mes dettes supposées. Quand je l'ai appelé mardi après-midi, ces informations ont complété d'autres pièces du puzzle. Monroe, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Ta mère m'a demandé plus de $3000 ces 6 derniers mois, prétendant que tu lui empruntais de l'argent et que tu ne la remboursais pas. Grand-père, je n'ai jamais emprunté d'argent à maman. Où a-t-elle dit que cet argent allait? Les frais médicaux d'Emma, ton loyer quand le travail était lent, les réparations de voitures quand tu ne pouvais pas te les permettre. Elle a fait comme si tu étais constamment en difficulté et qu'elle cautionnait ton irresponsabilité en continuant à t'aider. Combien d'argent t'a-t-elle emprunté au total? Près de $8000 depuis Noël dernier. Elle a toujours promis de me rembourser quand tu la rembourserais. J'ai eu la nausée. Ma mère avait volé de l'argent à son père âgé en prétendant que c'était pour mes urgences financières fictives. Elle avait créé tout un récit sur mon irresponsabilité pour justifier ce qui s'apparentait à un abus financier envers une personne âgée. Grand-père, j'ai besoin que tu documentes toutes ces transactions, les dates, les montants, ce qu'elle a dit que l'argent était pour. Je pense qu'elle a commis une fraude financière. Monroe, il y a autre chose. Derek m'a appelé le mois dernier pour poser des questions sur ta situation financière. Il a dit qu'il essayait d'aider la famille à comprendre comment mieux te soutenir dans les moments difficiles. Derek avait recueilli des informations financières pour soutenir le dossier de garde de Jessica tout en se faisant passer pour un membre de la famille concernée. La coordination entre ma mère, ma sœur Jessica et Derek était plus étendue que je ne l'avais réalisé. Ce soir-là, alors qu'Emma dormait confortablement avec beaucoup moins de soutien médical, j'ai pris une décision. J'ai appelé directement le cabinet d'avocats de Derek. J'aimerais parler à Derek Patterson d'un conflit d'intérêts potentiel impliquant une représentation en droit de la famille. Monsieur Patterson est absent du bureau. Quelqu'un d'autre peut-il vous aider? Il s'agit de sa représentation de Jessica Martinez dans une affaire de garde tout en fournissant également des conseils financiers à ma mère, Patricia Garrett, au sujet de la même situation familiale. Il y eut une longue pause. Monsieur, je vais devoir demander à quelqu'un de notre service d'éthique de vous rappeler. En moins de 2 heures, le cabinet de Derek a appelé pour m'informer qu'il se retirait de toute représentation de Jessica en raison de problèmes de conflit d'intérêts. Apparemment, la relation personnelle de Derek avec ma famille créait des problèmes éthiques pour représenter quelqu'un dans une affaire contre un membre de la famille. Mais le mal était déjà fait. Jessica avait été encouragée à demander une modification de la garde. Ma mère avait fourni de fausses informations pour soutenir ce dossier, et ma famille avait systématiquement sapé ma réputation de parent pendant qu'Emma se battait pour sa vie. Ce que j'ai découvert ensuite allait prouver que leur trahison était encore plus calculée que je ne l'avais imaginé. Le mercredi matin a marqué un tournant à plus d'un titre. Emma était alerte, respirait de manière autonome et devait quitter les soins intensifs pour une chambre pédiatrique normale. Mais plus important encore, j'ai décidé d'arrêter d'être sur la défensive et de commencer à me battre contre l'attaque coordonnée contre ma parentalité et ma relation avec ma fille. Mon premier appel a été pour Linda Morrison, une avocate de la famille que Robert avait recommandée. Linda était spécialisée dans la protection des droits parentaux et avait de l'expérience dans les cas d'aliénation parentale. M. Garrett, d'après ce que vous avez décrit, cela ressemble à un cas d'école d'aliénation parentale combiné à un abus financier potentiel envers une personne âgée. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de leur stratégie dépend de votre passivité. Si vous êtes prêt à être proactif, nous pouvons renverser la situation. Que voulez-vous dire? La visite non autorisée de votre mère à l'hôpital et ses déclarations à Emma constituent une ingérence dans la relation parent-enfant. La coordination de Jessica avec les membres de votre famille pour monter un dossier de garde pourrait être considérée comme un litige de mauvaise foi. Et si votre grand-père est prêt à documenter la fraude financière, votre mère pourrait faire face à des accusations criminelles. Linda a expliqué que ma première étape devrait être de rassembler des preuves et de la documentation avant que quiconque ne réalise que je préparais une réponse juridique. Sauvegardez chaque texto, chaque message vocal, chaque publication sur les réseaux sociaux.
Obtenez des déclarations écrites de votre superviseur de travail, du médecin d'Emma, et de quiconque a été témoin de leur comportement. Documentez la fraude financière avec les relevés bancaires de votre grand-père. Nous devons constituer un dossier complet avant qu'il n'ait la chance de couvrir leurs traces. J'ai passé le mercredi après-midi à rassembler des preuves avec une détermination systématique. Robert a fourni une déclaration écrite détaillée sur le faux appel des services de protection de l'enfance, y compris les questions spécifiques posées et ses réponses. Le docteur Williams a accepté de documenter la détresse émotionnelle d'Emma suite à la visite non autorisée de ma mère et son opinion selon laquelle j'avais fourni d'excellents soins parentaux tout au long de l'urgence médicale. Le service de sécurité de l'hôpital a fourni une documentation officielle de la visite non autorisée de ma mère, y compris les horodatages et les images la montrant accédant à la chambre d'Emma sous de faux prétextes. Mais la preuve la plus importante est venue de mon grand-père. Monroe, je suis allé à la banque ce matin et j'ai obtenu des copies de toutes les transactions que ta mère a demandées. J'ai aussi trouvé quelque chose d'autre de troublant. Il m'a tendu un dossier rempli de relevés bancaires et de correspondances. Ta mère a utilisé mon compte pour effectuer des paiements au cabinet d'avocats de Derek. De petits montants, mais des paiements réguliers depuis le mois dernier. Grand-père, elle a payé l'avocat de Jessica avec de l'argent qu'elle t'a volé en prétendant que c'était pour mes urgences. C'est exactement ce qui s'est passé. Et regarde ça. Il m'a montré une série de chèques à l'ordre d'un détective privé à Dallas. Les mémos de paiement indiquaient « Recherche garde d'enfants ». Monroe, ta mère a engagé un détective privé pour déterrer des informations sur ta vie personnelle. Elle planifie cette attaque de garde depuis des mois. J'ai ressenti un mélange de rage et de clarté. Ma mère n'avait pas réagi émotionnellement à l'hospitalisation d'Emma. Elle l'avait utilisé comme une opportunité pour faire avancer un plan à long terme visant à me retirer de la vie de ma fille. Le jeudi matin a apporté le premier signe que ma contre-attaque fonctionnait. Derek m'a appelé directement, contournant entièrement Jessica. Monroe, je pense qu'il y a eu un malentendu sur la situation familiale. Je veux que tu saches que mon cabinet n'est plus impliqué dans aucune affaire juridique concernant la garde d'Emma. Pourquoi ce changement soudain, Derek ? Nous avons découvert des conflits d'éthique qui rendent inapproprié pour nous de représenter Jessica dans cette affaire. De plus, certaines des informations qui nous ont été fournies sur votre situation financière semblent avoir été inexactes. Vous voulez dire que les informations fournies par ma mère étaient fausses ? Je ne peux pas discuter des détails, mais je peux vous dire que nos recherches préliminaires n'ont pas soutenu les affirmations qui ont été faites sur votre instabilité économique ou votre adéquation parentale. Le cabinet de Derek avait mené sa propre enquête et découvert que les affirmations de ma mère étaient fabriquées. Plutôt que de faire face à des violations éthiques potentielles pour avoir participé à un litige de mauvaise foi, ils abandonnaient complètement le cas de Jessica. Mais mon appel le plus important a été au service de protection de l'enfance. J'aimerais signaler une suspicion d'aliénation parentale et d'abus financiers envers une personne âgée, ai-je dit à l'agent d'accueil. J'ai de la documentation sur des efforts coordonnés pour interférer avec mes droits parentaux et des preuves de fraude financière contre mon grand-père âgé. Les services de protection de l'enfance ont accepté d'ouvrir une enquête sur la base de la visite non autorisée de ma mère à l'hôpital et de ses déclarations à Emma. Ils étaient particulièrement préoccupés par l'abus financier envers une personne âgée, qui indiquait souvent des schémas plus larges de manipulation et d'exploitation. Monsieur Garrett, nous interrogerons Emma sur la visite de sa grand-mère et évaluerons s'il y a eu une manipulation psychologique. Nous renverrons également les allégations d'abus financiers au service de protection des adultes et potentiellement aux forces de l'ordre. Le jeudi après-midi, j'ai pris la mesure la plus difficile mais nécessaire. J'ai appelé ma mère directement. Patricia, c'est Monroe. Je t'appelle pour t'informer que tu n'es plus la bienvenue pour avoir un quelconque contact avec moi ou ma fille. Monroe, ne sois pas ridicule. Emma est ma petite fille. Emma est ma fille. Et tu as utilisé son urgence médicale pour essayer de la monter contre moi. Tu as dit à une enfant inconsciente que je ne voulais pas d'elle et que je prévoyais de la donner en adoption. J'essayais d'aider Emma à comprendre la réalité de sa situation. La réalité, c'est que tu as volé de l'argent à grand-père Harold en mentant sur mes besoins financiers. La réalité, c'est que tu as coordonné avec Jessica pour monter un faux dossier de garde contre moi. La réalité, c'est que tu as manipulé tout le monde dans cette famille à tes propres fins. Il y eut un silence à l'autre bout. Patricia, les services de protection de l'enfance enquêtent sur ta visite non autorisée à l'hôpital et sur tes déclarations à Emma. Les services de protection des adultes enquêtent sur l'abus financier de grand-père Harold,
et j'ai de la documentation sur tout ce que tu as fait la semaine dernière. Tu fais une erreur, Monroe. La famille ne se retourne pas contre la famille. Tu as raison sur ce point. La famille ne se retourne pas contre la famille. C'est pourquoi ce que tu as fait n'est pas un comportement familial. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro à nouveau. Mais cette fois, je ne me cachais pas de la pression familiale. Je protégeais ma fille d'une manipulation psychologique documentée. Le vendredi matin a apporté le moment le plus satisfaisant de toute cette épreuve. Jessica a appelé pour discuter de la modification de notre approche des discussions sur la garde. Monroe, je pense que nous devrions envisager la médiation plutôt que le litige pour tout ajustement de la garde. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Jessica? Le cabinet de Derek s'est retiré de l'affaire, et ma consultation avec un autre avocat a suggéré que les preuves de modification pourraient ne pas être aussi solides que je le pensais initialement. Traduction, le nouvel avocat de Jessica lui avait dit que ma documentation détruirait son dossier et qu'elle risquait en fait de perdre du temps de garde plutôt que d'en gagner. Jessica, laisse-moi être clair sur quelque chose. Toutes les futures discussions sur la garde incluront la documentation de ta coordination avec ma famille pour monter un faux dossier contre moi. Tout avocat que tu embaucheras recevra des copies des preuves que j'ai recueillies, et toute tentative d'interférer avec ma relation avec Emma entraînera une action en justice immédiate. Je pense que tu surréagis, Monroe. Emma a été sous respirateur pendant 4 jours et au lieu de soutenir son rétablissement, tu as utilisé son urgence médicale pour essayer de me l'enlever. Ce n'est pas surréagir. C'est protéger ma fille de personnes qui exploiteraient sa maladie à des fins personnelles. Le vendredi après-midi, Emma a été médicalement autorisée à sortir de l'hôpital. Le docteur Williams a fourni une documentation attestant que mes soins tout au long de la crise avaient été exemplaires et que le rétablissement d'Emma était excellent. Monsieur Garrett, Emma a de la chance d'avoir un père qui donne la priorité à son bien-être avant la pression sociale. Ce genre de plaidoyer est exactement ce dont les enfants atteints de maladies chroniques ont besoin. Mais la justification la plus importante est venue d'Emma elle-même. Papa, je sais que ce que mamie a dit n'était pas vrai. Je sais que tu m'aimes et que tu veux t'occuper de moi pour toujours. Comment le sais-tu, ma chérie? Parce que tu es resté avec moi tout le temps quand j'avais peur. Et parce que tu t'es mis en colère contre les gens qui disaient des choses méchantes sur nous au lieu de te mettre en colère contre moi parce que j'étais malade. Emma avait appris la leçon la plus importante de toutes. La vraie famille se protège mutuellement du mal, même lorsque ce mal vient de personnes qui sont censées vous aimer. Le lundi suivant, Emma et moi sommes entrés au tribunal de la famille pour ce qui serait la résolution finale de la tentative de modification de la garde de Jessica. Armé de 15 cm de documentation, de témoignages de professionnels de la santé et de preuves de la conspiration contre mes droits parentaux, je me sentais confiant pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Le nouvel avocat de Jessica avait tenté de retirer entièrement la requête de garde. Mais le tribunal a exigé une audience car les services de protection de l'enfance avaient déposé leur propre rapport sur les préoccupations d'aliénation parentale. La juge Patricia Henderson a examiné toutes les preuves méthodiquement. Le témoignage du docteur Williams sur mes soins exemplaires pendant l'urgence médicale d'Emma. La documentation de la visite non autorisée de ma mère à l'hôpital et de la manipulation psychologique d'Emma. La preuve de la fraude financière contre mon grand-père et les dossiers de la stratégie juridique coordonnée entre Jessica et les membres de ma famille. Mademoiselle Martinez a adressé la juge Henderson à Jessica. Le tribunal estime que votre requête de modification de la garde était basée sur de fausses informations et a été poursuivie de mauvaise foi avec l'aide des membres de la famille paternelle de l'enfant. Cela représente une ingérence grave dans la relation père-enfant. Jessica a semblé abasourdie alors que le juge continuait, Monsieur Garrett, les preuves montrent que vous avez fourni d'excellents soins à Emma lors d'une urgence médicale potentiellement mortelle tout en faisant face au harcèlement et à la manipulation de plusieurs membres de la famille. Le tribunal ne trouve aucun fondement à la modification de la garde et une préoccupation importante quant aux tentatives d'aliéner Emma de vos soins. La décision finale de la juge Henderson a dépassé mes attentes les plus optimistes. J'ai obtenu la garde physique principale d'Emma, Jessica étant reléguée à des visites supervisées pendant 6 mois pendant qu'elle suivait des cours de parentalité axés sur la communication entre coparents et la prise de décision centrée sur l'enfant. De plus, le juge a conclu, le tribunal émet une ordonnance restrictive interdisant à Patricia Garrett tout contact avec l'enfant mineur en attendant la résolution de l'enquête des services de protection de l'enfance. Le système de justice pénale a agi avec une efficacité surprenante une fois que les services de protection des adultes et les forces de l'ordre ont été impliqués.
Ma mère a fait face à des accusations d'abus financiers envers une personne âgée, de vol par tromperie et d'ingérence dans la garde d'un enfant. Le procureur de district a expliqué que l'abus financier des parents âgés était un domaine de poursuite prioritaire, en particulier lorsqu'il était combiné à d'autres comportements manipulateurs. Le cabinet d'avocats de Derek a fait l'objet d'un examen éthique par l'Ordre des avocats de l'État pour son rôle dans la fausse affaire de garde. Bien que Derek lui-même n'ait pas été sanctionné, le cabinet a mis en place de nouvelles politiques sur les conflits de relations familiales et a payé une amende substantielle pour un contrôle inadéquat des conflits. Mais la justice la plus significative est venue de sources inattendues. Le mariage de Stéphanie a commencé à s'effondrer lorsque le cabinet d'avocats de Derek a abandonné toutes leurs affaires juridiques en raison de préoccupations éthiques. Les associés de Derek n'étaient pas intéressés par un associé junior dont les drames familiaux avaient causé des problèmes de responsabilité professionnelle. Lorsque Stéphanie a découvert que Derek avait participé à un complot pour manipuler la garde de son neveu, elle a réalisé qu'elle avait épousé quelqu'un dont le jugement et le caractère étaient fondamentalement viciés. Mon grand-père a emménagé dans un petit appartement à seulement 3 pâtés de maison de notre maison. Enfin libéré de la manipulation financière de ma mère et désireux de construire une véritable relation avec Emma. Son atelier est devenu l'endroit préféré d'Emma à visiter, où elle a appris les bases de la menuiserie et a entendu des histoires sur l'artisanat et l'intégrité. L'équipe de construction de Peterson Electric est devenue les oncles élargis d'Emma, contribuant à un fonds qui garantissait qu'elle aurait les meilleurs soins médicaux et équipements de gestion de l'asthme possible. Frank a institué une politique d'entreprise prévoyant un congé familial d'urgence pour tout travailleur confronté à la crise médicale d'un enfant. Le rétablissement d'Emma a dépassé toutes les attentes médicales. Le docteur Williams a expliqué que les enfants qui se sentent en sécurité et aimés font souvent preuve d'une résilience remarquable après des urgences respiratoires. La fonction pulmonaire d'Emma est revenue à la normale en 6 semaines, et sa confiance a grandi à mesure qu'elle comprenait que ses besoins médicaux ne seraient jamais considérés comme des fardeaux ou des outils de manipulation. « Papa » a-t-elle dit un soir alors que nous travaillions ensemble sur les devoirs. « J'ai appris quelque chose d'important quand j'étais malade. »« Que as-tu appris, ma chérie ?»« J'ai appris que la vraie famille prend soin les uns des autres quand des choses effrayantes se produisent. Et la fausse famille essaie de rendre les choses effrayantes pires. » Emma avait compris la leçon qui m'a pris des années à apprendre. La famille n'est pas définie par les liens du sang, mais par des actions constantes et aimantes qui donnent la priorité au bien-être de chacun. L'enquête financière a révélé que ma mère avait volé près de 12 000 $ à mon grand-père en 18 mois en utilisant des histoires fabriquées sur mes besoins pour justifier ses demandes. La restitution a été ordonnée dans le cadre de son accord de plaidoyer, ainsi que 3 ans de probation et des conseils obligatoires pour les troubles d'abus financiers. Plus important encore, Emma a développé de nouvelles relations qui ont renforcé son sentiment de sécurité et de valeur. Le docteur Williams est resté sa pneumologue principale, assurant une continuité des soins qui mettait l'accent sur la force d'Emma plutôt que sur ses limites. La fille de Robert, Cathy, qui avait 9 ans, est devenue la meilleure amie d'Emma et lui a appris qu'avoir une condition médicale n'était qu'une petite partie d'une vie pleine et intéressante. Notre nouvelle normalité était plus simple et plus paisible que tout ce que nous avions connu auparavant. Les matinées du week-end comprenaient des crêpes et la planification de projets avec grand-père Harold. Les routines du soir comprenaient la vérification du débit de pointe d'Emma et la lecture d'histoires sur des enfants courageux qui surmontent les défis. Les célébrations des fêtes avaient lieu avec notre famille choisie d'amis et de parents compréhensifs qui comprenaient que l'amour se démontre par des actions, pas par des exigences. 6 mois après l'hospitalisation d'Emma, j'ai reçu un appel inattendu de mon cousin Marcus. « Monroe, je te dois des excuses. » Nous tous. Tante Patricia nous a montré des textos qui donnaient l'impression que tu étais irresponsable quant aux soins d'Emma, mais maintenant nous savons que c'était des faux. Quand elle a été arrêtée, beaucoup de secrets de famille sont sortis sur sa manipulation des gens et des situations pendant des années. La famille élargie avait enfin reconnu les schémas de manipulation qui avaient affecté plusieurs relations au fil des décennies. Plusieurs parents ont pris contact pour s'excuser et pour reconstruire des liens basés sur la vérité plutôt que sur un drame fabriqué. Mais le changement le plus profond a été dans ma relation avec Emma elle-même. L'urgence médicale avait mis notre lien à l'épreuve dans les pires circonstances possibles, et nous en étions sortis plus forts et plus confiants. Emma savait avec une certitude absolue que je donnerais toujours la priorité à son bien-être avant la pression sociale, la politique familiale ou la convenance personnelle. Papa, quand je serai grande et que j'aurai mes propres enfants, je m'occuperai d'eux de la même manière que tu t'occupes de moi. Comment ça, Emma ? Je resterai avec eux quand ils auront peur, et je dirai à quiconque leur fait du mal de s'en aller et de nous laisser tranquilles.
Emma avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. L'amour inconditionnel exige une protection féroce des personnes qui nous sont chères, même lorsque cette protection a un coût personnel. La leçon de vie qui a émergé de notre épreuve était à la fois simple et profonde. La véritable loyauté familiale signifie se soutenir mutuellement à travers de véritables crises. Pas exiger que de véritables crises soient abandonnées pour des convenances sociales. Quand les gens utilisent vos pires moments comme des armes contre vous, ils ont révélé qu'ils n'ont jamais été votre famille pour commencer. Emma et moi avons construit une nouvelle définition de la famille basée sur la présence dans la difficulté, la célébration du rétablissement et un engagement inébranlable envers le bien-être authentique de chacun. Nous avons appris que les personnes qui comptent le plus sont celles qui se présentent quand se présenter est difficile, qui protègent votre paix quand d'autres essaient de la perturber, et qui vous aiment non pas malgré vos défis, mais en les incluant. Notre histoire ne concerne pas le fait de couper les ponts avec les parents de sang ou de rejeter la famille complètement. Il s'agit de reconnaître que les liens familiaux se gagnent par un comportement constant et aimant et que protéger nos enfants de la manipulation toxique est l'une des responsabilités les plus importantes que nous ayons en tant que parents. Emma a maintenant 10 ans, est confiante dans la gestion de son asthme et est entourée de personnes qui voient ses besoins médicaux comme une simple partie d'une personne complète et aimée. Elle sait que sa valeur n'est pas mesurée par sa commodité pour les autres et que les personnes qui l'aiment donneront toujours la priorité à sa sécurité et à son bonheur avant les attentes sociales. Quels défis avez-vous rencontrés lorsque des membres de votre famille ont donné la priorité à leur propre confort plutôt qu'aux besoins réels de votre enfant? Comment avez-vous navigué le choix difficile entre la loyauté familiale et la protection de vos enfants? J'aimerais connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous.